Quand une personne a un message à faire passer, il le fait au travers d'un canal choisi, que je jugeais généralement par sa forme et par son fond. Puis le désert est arrivé et un biais s'est révélé. Pourquoi ne me penchais-je jamais sur le canal en lui-même, car s'il affecte nos messages, jusqu'à quel point en sommes-nous prisonniers ? Banal est devenu cette manière de fustiger la télévision au profit d'Internet, arguant que la première ne peut que véhiculer le message des élites, alors qu'Internet est le sanctuaire de la liberté du peuple. En termes de moyens de faire passer des messages, la différence entre la vidéo sur le net et la télévision n'est pas de nature, seulement de degré. De structure, les formats sont d'une proximité confondante. A l'inverse, deux médias en apparence proches peuvent être structurellement différents. Prenons la comparaison souvent faite de la chanson et de la poésie. La scansion si particulière propre à la poésie ne convient pas à l'harmonie immanente aux procédures rythmiques et mélodiques appliquées à la musique. Ce qui explique pourquoi, la plupart du temps, on déchante en lisant des paroles de chansons qui, sorties de leur structure musicale, paraissent soudain convenues, voire indigentes. La structure même de la musique oblige à se conformer à des codes qui ne sont pas ceux de la poésie. Évidemment, l'on peut adapter des poètes en musique, et parfois cela marche. Mais la majorité du temps, un fil se détend légèrement dans cette alchimie car les deux médias ont des caractères et des qualités propres qui souffrent de leur miscibilité. Je renvoie pour démonstration à des auteurs qui ont souvent été taxés de poètes, or eux-mêmes sont bien placés pour savoir qu'ils ne font pas de poésie. Si seulement lus, leurs textes perdent ce supplément d'âme qui fait de la chanson un art à part de la poésie. Et malgré toute mon admiration pour leurs textes, les lire ne leur rend nullement hommage, pire, il les amoindrit, les rendant répétitifs ou empoulés. En autre exemple, on considère le livre comme s'il était un médium unique, mais c'est oublier que la biographie n'est pas le roman. Un dialogue de Socrate avec les sophistes est composé différemment, structurellement, d'un essai universitaire moderne en 3 parties avec jolies photos sur la première de couverture. Tout cela est relativisé en faisant des livres, présentés donc comme comparables, alors que les codes discursifs de ces deux œuvres les opposent pourtant autant que l'oral et l'écrit, et pour cause. Reprenons notre tentative de faire passer des messages, et pour cela, notre tête de turc à la mode qu'est la télévision. La télévision peut avoir un intérêt instructif si tant est que cela n'implique pas le débat et la contradiction, mais la lenteur, voire la pesanteur, le cadrage sommaire et l'accent sur le ton plutôt que sur l'action. C'est d'une logique imparable, on fait passer des idées en pensant, pas en agissant. Le point de vue reste discutable pour ceux qui pensent qu'il n'y a de pensée qu'appliquer, mais enfin le raisonnement est cohérent. On pense seul, tranquillement, avec le temps de développer son propos, sans qu'un quelconque stimulus impromptu ne vienne parasiter le lent écoulement de la réflexion. À cette lumière, on ressent l'écart entre des formats enregistrés de structures différentes, comme le talk-show et la conférence. Dans un cas, nous avons un plateau, donc improvisé, où l'on s'exprime sur l'instant, où l'on nous coupe la parole et où un médiateur s'assure que nous restions dans son sujet quand nous luttons pour élargir, et que nous nous éloignons de notre sujet quand nous luttons pour y rester. Cela dit, le format a l'avantage de la spontanéité et du dévoilement, à relativiser toutefois à cause du phénomène d'hystérisation qu'entraîne la présence de la caméra. Dans notre cas, nous avons un intervenant préparé, doté d'une petite fiche répondant à un plan qu'il va lire scrupuleusement afin de structurer son discours au maximum, où nous parlons seuls, dans un cadre que nous avons choisi, avec le défaut d'être un format morne car manquant de vie, artificiel car manquant d'imprévu, et surtout avec aucune possibilité d'interpellation ou de remise en question sur les dires. Enfin, il y a format bâtard de l'improvisation sans contradiction. Le thème est préparé, mais le texte est improvisé, la présence éventuelle d'un tiers n'est là que pour lancer les sujets ou abonder dans le sens du discoureur, dans une forme des plus proches de l'entrevue partisane. Les réseaux sociaux sont, à ce titre, les médias où le cadre est aujourd'hui le plus brutal en termes de messages. L'impératif de concision est certainement suffisant pour relayer une plaisanterie moisie ou la photo d'un chaton mignon, elle l'est moins pour développer quoi que ce soit. Le fameux sujet du « peut-on penser en 140 signes » ne nécessite même pas que je perde 140 secondes de votre temps avec ça. Demandons-nous quel peut être le message d'un support qui vous demande de vous limiter à 140 signes. De même, le soi-disant modèle horizontal où chacun a autant de poids que le précédent est un leurre. Un statut très apprécié, de quelqu'un de très apprécié, va être très lu et très partagé, et garder la première place longtemps, et donc avec beaucoup plus d'exposition qu'un message de niche, qui va vite disparaître dans les méandres du fil d'actualité, car une information chasse l'autre, et nous sommes une société de l'information. À vouloir créer du lien à l'intérieur d'une communauté, on en brise en multipliant le contenu jusqu'à l'écœurement, ce qui cause soit une indigestion de quantité, soit une rupture de qualité. La publicité a compris depuis lurette que la personnification d'une marque va de pair avec l'identification du consommateur à ses produits. En clair, on ajoute une perrette au petit pot de crème fraîche ou une cerise au groupe d'assurance et on en récolte la séduction. Car dans un monde où la seule limite quantitative à l'absorption de contenu est qu'il y a 24 heures dans une journée, un retour sur la conscience individuelle face à la multitude est seule garante de sanité. D'ailleurs, la vidéo sur internet impose aujourd'hui d'avoir un visage à l'écran, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans, mais désormais votre succès arrivera plus vite si vous montrez votre visage que si vous passez des heures à peaufiner votre sujet.
Le succès, justement, détermine aussi la réussite de votre entreprise. Si vous êtes journaliste, c'est en ayant du succès et donc de la reconnaissance que de nouvelles portes s'ouvriront à vous, rendant indispensable le fameux carnet de contact dans toute quête de l'information. Quel que soit le médium, nous sommes obligés de prendre en compte l'importance de la réussite. Qu'elle soit pécuniaire ou populaire, elle participe activement au processus, car je ne vous apprendrai pas que plus vous avez de succès, plus vous aurez de succès. Le principe de la plus petite commune culture fait que nous vivons dans un environnement qui récompense non l'efficacité, mais la popularité. En misant sur le cheval gagnant, on perdra moins de temps, et le temps, c'est de l'argent. Tellement d'ailleurs que le plan mercatique de nombreux médias est soumis à une contrainte de séduction évidente. Si vous ne faites que du fond sans entrain, cela perdra l'attrait du tout en chacun. Ce qui fit dire à un certain producteur à propos de son émission, si les gens regardaient 38 minutes de Welbeck ou 15 de Bret Easton Ellis, c'est parce qu'avant il y avait un comique et qu'après il y avait une bimbo, sinon ils seraient allés se coucher. Concession du contenant à la séduction ou compromission du contenu dénaturant le fond. Malheureusement, la spectacularisation de l'information rend inepte toute velléité de fond. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens talentueux et doctes dans l'audiovisuel, ni que vous n'apprendrez jamais rien par un écran, sinon je ne vois pas ce que je fais là, mais le format fait que plus une information est passée avec sex appeal, plus la séduction l'emporte sur l'instruction. Une fois de plus, le contenant l'emporte sur le contenu. Alors, après avoir dit tout ça, on en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une victoire de la forme sur le fond. Mais c'est erroné, car il n'y a jamais eu combat à armes égales, et ce pour une simple raison. Le message délivré par le médium, ce n'est pas son contenu, car le contenant impose ce contenu. Ou, plus prosaïquement, medium is message. Le médium est le message. Nous en arrivons à ce que j'aurais dû faire en exergue si je savais seulement construire un plan. Qu'est-ce qu'un médium ? Un médium est un véhicule, un intermédiaire permettant un échange d'informations. En élargissant cette cible, il est même possible de considérer comme médium chaque langage, coutume culinaire ou moyen de transport, mais cela nous amènerait trop loin pour qu'on ne s'y perde, alors restons-en autant que possible aux médias culturels informatifs. Le médium répond à un certain nombre de contraintes et de conditions de communication, et cela se justifie. On ne se départit jamais tout à fait des cadres qui nous entourent. Vous pouvez peindre ce que vous voulez sur votre toile, vous serez toujours limité aux formes et aux couleurs. Et si vous les dépassez, vous n'êtes déjà plus tout à fait dans la peinture. Les contraintes de communication peuvent être imposées par sa nature, il y a du son ou pas, du mouvement ou pas, ou tacites, de la censure ou de l'humour. Les conditions de communication peuvent être narratives ou discursives. Le médium non linéaire demande un effort d'imagination car n'est pas dans l'action. Il demande l'attention, la suggestion, voire l'introspection. C'est justement la suspension totale du médium non linéaire qui le caractérise. Le médium linéaire narratif demande d'être accroché à chaque seconde passante afin de ne pas en perdre une miette. Un médium linéaire avance tout seul, ce qui force le récepteur à l'accompagner, mais permet aussi d'être suivi en groupe, car tout le monde recevra la même information au même moment. Un médium non linéaire nous laisse seuls face à nous-mêmes, mais nous permet du coup d'aller à notre rythme et de nous appesantir sur ce qui nous paraît important. Ce qui importe dans le médium est ce qu'il apporte en termes de changement d'échelle. On ne peut que prendre conscience des modifications immenses qu'apporte la globalisation de l'information depuis la télégraphie sans fil, l'ancêtre des communications modernes. Hier, c'était le sacrifice rituel qui liait les gens dans l'activité commune. Aujourd'hui, c'est la participation à l'émission culturelle qui s'en occupe. La communion ne passe plus par un support symbolique, mais par un support technique. C'est en cela qu'elle est communication. Et le maître mot est lâché. Un médium est un véhicule de communication. Support de communion interhumaine substituant la technique au symbole. L'échelle est déterminante, autant pour la communication matérielle, la voiture permet à tous de parcourir de grandes distances, l'ascenseur rend possible l'accès vertical, que conceptuelle. Une information est immédiatement connue de tous et la publicité permet la publicité. Cette échelle s'exerce autant sur l'espace que sur le temps. Une société où l'information se disperse à la milliseconde dans le monde entier ne sera plus jamais la même. Par exemple, le chemin de fer était pensé à l'origine comme un moyen d'aller plus loin, et donc d'élargir la sphère des déplacements possibles. Que s'est-il passé en réalité ? Pour qu'un train passe, il faut une ligne de chemin de fer, et une gare, ce que l'on produit lorsque des usagers en ont besoin. Ainsi, on ne construira de gares de chemin de fer que dans les lieux très peuplés ayant une clientèle à disposition. Et voilà, de tentative d'élargir le champ des possibles, nous l'avons en fait réduit, et n'avons fait que créer une grande ville, où s'entasseront des milliers de gens qui auparavant vivaient éloignés afin que la gare puisse être rentabilisée. Dans le même ordre d'idée, que penser d'une société qui passe du « je vais demander à cette personne » au « je vais regarder sur mon smartphone ». Quel besoin seulement d'interaction quand tout vous est fourni sur un boîtier doré ? Le message est ici, inutilité du savoir d'autrui, toute puissance de la connaissance immédiate, permettant qui pisait aux timides et aux honteux de ne jamais avoir à se confronter à l'autre. Le basculement de la nécessité d'autrui au repli sur soi semble être assez clair dans un monde où demander sa route prouve votre propre inadaptation. Enfin, une fois l'échelle définie, on y ajoute l'hybridation de médias, car il ne vous a pas échappé qu'actuellement, vous m'écoutez, enfin j'espère, mais vous me lisez également. Pour me trouver, vous m'avez tapé. En fait, vous avez bien plus fait appel à vos sens que nécessaire.
Il ne vous restera donc plus qu'à me sentir et me goûter, mais ceci est un autre sujet que nous verrons. Les vidéos internet participent à la fois de la vue, de l'ouïe et du toucher. Et que dire des tentatives du cinéma, à odeur ou à goût. Passé ces définitions liminaires, il faut tomber dans le gros œuvre et le gros mot de mass média. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, les mass médias n'ont pas pour caractéristique principale d'être énormes en quantité. Ils sont avant tout là pour créer un réseau qui s'autocite, s'autoréférence et bien sûr s'auto-alimente. Du coup, chaque message a d'abord pour fonction de renvoyer à un autre message. Nous sommes ici dans un format qui fait de la juxtaposition le système discursif même du médium. Celui-ci est porté à un niveau supérieur encore avec Internet, qui, fort de liens en hyperliens, conduit à une multitude de signes présentant l'information comme le discours réel, alors qu'il n'est que discours manifeste. C'est en réalité la consommation des contenus qui guide les nouveaux médias. Vous regardez une vidéo non plus pour son contenu, mais pour la pub se situant avant celle-ci et l'article passé après celle-là. Certes, ce n'est pas votre objectif, mais c'est comme cela que le médium est conçu, comme un jeu de pistes dans lequel le but n'est pas le produit, mais le réseau vers lequel il renvoie. Et ceci révèle un changement structurel déterminant dans la relation qu'entretient le récepteur avec le médium, car ce n'est pas volonté d'un vilain organe capitaliste que de vouloir substituer la consommation à l'information, mais les habitus des récepteurs que nous sommes tous qui se modifient peu à peu afin de s'accorder avec les nouveaux modes de relation et de perception qu'entraînent les récents moyens de communication. Les effets de la technologie ne se font pas voir au niveau des opinions et des concepts, mais altèrent les rapports sensibles et les modèles de perception continuellement et inconsciemment. La télévision, encore elle, et les journaux vont parfois chercher sur Internet des célébrités éphémères dont on se fout, ce qui augmente le temps de rien en parlant de rien, perpétuant la course à l'info indigente, mais surtout, c'est le moyen de garder emprisonnés les récepteurs que nous sommes dans le flux de l'information continue, se relayant et se répondant, tel un ouroboros médiatique. Nos aïeuls écoutaient 30 minutes de programme pour se fader 5 minutes de publicité. Aujourd'hui, nous nous fadons 2 minutes de publicité pour pouvoir regarder 10 minutes de contenu sponsorisé qui nous mènera vers la suggestion du jour hébergée sur le site de la première publicité. En poussant le raisonnement jusqu'au bout, on peut considérer que le message qui vous est destiné en m'écoutant est en fait que nous participons d'un monde où le premier pecno-venu peut donner son avis sur un sujet incompréhensible, que la captation de l'attention est maîtresse dans une société de surabondance d'informations, et que la publicité est seule vectrice de richesse. Une fois de plus, le réseau des mass médias crée le serpent qui se mord la queue. Un univers unique aux facettes multiples, qui renvoie les unes aux autres par liens et publicités fans et adaptés à ce que l'on sait de vous, signifiant en vase clos ce qui se passe dans le médium d'à côté, neutralisant les aspects confus et conflictuels qui imprègnent la vie pour favoriser la cohérence interne du système de réception. Ce qui conduit immanquablement à un système cyclique qui répond à des besoins de consommation réguliers, qui n'est justifié par aucun impératif artistique, mais par une cadence coutumière qui va axer sa production sur peu de produits identiques, plutôt que sur un foisonnement de contenus hétéroclites, qui nécessiterait, ô misère, d'être découverts et appréhendés avant d'être consommés. Quel intérêt dans ce cas ? Autant garder un fil d'actualité clair où chaque participant fait en sorte de fournir un contenu suffisamment régulier pour être constamment relayé à n'importe quel moment M. Cela engendre des superstructures médiatiques qui correspondent aux superstructures économiques. Le réseau doit ainsi s'agrandir dans la centralisation. Oxymore, pas tout à fait. Le réseau de production s'agrandit car il s'étale dans la quantité. Le jeu qui renvoie au manga, qui renvoie à la figurine, etc. Mais il se centralise car là où l'on trouvait auparavant 3 licences sur un médium, on se retrouve avec une licence pour 3 médias. Une manière de se faire pousser plusieurs têtes en gardant son unicifalité, expliquant pourquoi des productions contradictoires sur le fond peuvent être possédées par une entité unique. Et si les différents médias profitent chacun de leurs forces et souffrent chacun de leurs faiblesses, ils sont tous liés par un critère les supplantant tous, le schéma de consommation de l'information et sa corollaire, l'uniformisation de son traitement et de sa réception. Ce que nous recevons devient constant, et donc réel, alors que ce n'est que signe filtré par un mode de communication déterminé qui exerce la toute-puissance de son système de lecture à l'intérieur de lui-même. La photo du mannequin n'est pas seulement le simulacre de la vie érotique, n'est pas seulement un véhicule pour femmes sandwich, n'est pas seulement une incitation à dépenser votre argent en brelfrusque, elle est tout cela à la fois. Représentation, par l'archétype du mannequin artificiellement mis en scène, de ce que vous devriez arborer afin de lui ressembler. Posant sur la photographie d'un magazine pour une marque de lingerie, non seulement pour vous vendre un produit, mais pour participer au grand véhicule de l'esthétique tel que la mode la souhaite reconnue par tous. Communication une fois de plus. D'où l'idée, largement répandue dans les milieux underground avisés de tous ordres, qu'une production alternative crée un médium alternatif. En gros, un livre autoproduit est moins proche d'un livre édité par un conglomérat d'édition que d'une pièce de théâtre autoproduite ou d'un label indépendant.
En définitive, les mass médias n'ont même pas besoin de triffer leurs propos d'images subliminales ou d'idéologie libérale, et s'ils s'obstinent à le faire, c'est soit par ignorance des déterminants qui les constituent, soit par volonté d'ajouter au discours réel le discours manifeste. Le simple fait d'être un médium de masse en empire croissant et en vase communicant envoie discrètement le message qui le sous-tend. Vous n'avez pas besoin de savoir que vous pouvez vous procurer la Terre entière, le médium s'en est chargé. Enfin, il faut raison garder, et ne pas sombrer dans le piège qui nous limiterait à des consommateurs d'artefacts serviles, en se rappelant que nous consommons l'information, que nous consommons l'art, que nous consommions déjà pour survivre, et que le problème n'est pas uniquement pécuniaire. Simplement, en sachant que le réseau médiatique, fût-il mercatique ou cultuel, transmettait son message bien plus franchement par sa forme que par son contenu, nous sommes capables d'en saisir les schèmes cachés et les signes qui s'ignorent. Car une fois n'est pas coutume, le savoir amoindrit l'effet.